Graines de reine. 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 Qu'est-ce que ça veut dire avenir? Graines de reine. Graines de reine. Graines de reine. Graines de reine. De reine. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Je sais pas, je veux vivre moi, c'est tout. Graines de reine. Bonjour à tous, je suis Aswab et bienvenue dans Graines de Rennes sur Quartier des Ondes. Cet après-midi, notre émission est dédiée à l'alimentation avec les cordées de la réussite du Collège des Hautes-Ormes. Explication avec notre prof et Alexis. Ok, eh bien bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Alexis Frouin, je suis élève à Sciences Po Rennes en Master 1 et je suis également tuteur ici au Collège des Hautes-Ormes, donc dans le cadre des Cordées de la Réussite, qui est un programme qui tend à mettre en lien les collégiens mais également les étudiants de l'enseignement supérieur comme moi. Le but c'est vraiment de stimuler l'ambition scolaire des élèves, leur permettre de réfléchir différemment sur leur orientation et se projeter davantage dans ce qu'est le supérieur, également découvrir d'autres méthodes de travail. Donc voilà, se faire vraiment une idée plus précise de ce qu'est le supérieur de manière progressive, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont légitimes et plus que capables à prétendre à ces formations parfois sélectives. Moi, je suis Marianne Durand-Descraines et avec Benjamin Goussard, on est deux professeurs référents au Collège des Hautes-Ormes. Donc, notre rôle à nous, c'est de faire le lien en fait avec l'IEP et la cordée d'élèves du collège et de faire vivre cette cordée toute l'année en encadrant le travail mené par les élèves. Cette année, nous avons décidé de mener des enquêtes en fait, pour répondre aux questions que l'IEP nous posait sur l'alimentation du futur. Merci. Bien manger, c'est quoi pour vous? Un bon moment? La cuisine de chez vous? Un plat gourmand? Un plat bio? Chacun sa façon de bien manger. Pour commencer, j'accueille Darius pour parler du must culinaire. Bonjour Darius. Bonjour, on va vous parler d'un aliment controversé mais que tout le monde adore, le fameux hamburger. D'ailleurs, mon préféré, c'est le filet aux fiches. Et toi? Je les adore tous, qu'ils soient steak ou au poulet. Mais sais-tu d'où vient le hamburger? Le burger a été créé par des Allemands et a été commercialisé en Amérique. Mais qu'est-ce qu'on aime dans les burgers? Eh ben, je vais te le dire. On aime ce mélange de pain, de viande, de fromage et de crudité, accompagné de frites. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on dise qu'il est mauvais pour la santé, alors que pas du tout. Certes, il est gras, mais il n'est pas dangereux pour autant, tant qu'on n'en abuse pas. Tu as entendu parler du film Size Up? Non, je connais pas. Le film parle... Ah, pardon, j'étais coupé. Le film parle d'un homme qui a décidé de se nourrir seulement de burgers pendant 1 mois. Il a fini avec de graves problèmes de santé comme un problème du foie. C'est exactement ce que je dis. Un hamburger de temps en temps, mais pas trop souvent. Ça donne faim tout ça. J'accueille sur le plateau Hamza et Irfan pour nous parler de la nourriture de leur pays. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous la nourriture orientale et la nourriture africaine? La nourriture orientale. Certaines personnes croient que la nourriture orientale est trop calorique et qu'elle a beaucoup de graisse. Ils connaissent que le couscous et le tagine. Faux. La nourriture orientale est variée. Elle est peut-être très calorique comme légère. En plus de ça, la nourriture orientale est très variée en plats et en desserts. Malfouf, des brochettes, etc. La nourriture africaine. De même pour l'Afrique, il y a plein de clichés. Certains pensent ou croient que c'est toujours épicé, qu'il y a toujours du riz et du poulet. Faux. Je vous présente le djou, ou communément appelé aloko. C'est de la banane, donc du fruit, et c'est excellent. Il est important de comprendre que la nourriture le mieux, c'est que ce soit varié. Super. Alors soyons curieux et goûtons à tout. Super, ça donne toujours aussi faim. À présent, place au local avec le reportage sur Jean-Luc Valentin de l'association LAMAP Aublone. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons rencontré Jean-Luc Valentin, qui est retraité et président du LAMAP Aublone. Et nous lui avons posé la question, pour lui, qu'est-ce que veut dire bien manger? C'est déjà savoir ce qu'on mange. Donc là, avec l'agriculture paysanne, c'est le cas de LAMAP, on a la possibilité de savoir ce que le producteur il nous amène, comment il le fabrique, parce qu'on peut aller chez lui visiter son exploitation, sa ferme. Et donc, on peut aussi
apprendre à manger derrière, parce que c'est pas évident d'avoir un panier de légumes toutes les semaines sans qu'on sache quoi en faire. Donc ça permet aussi d'apprendre à manger. Et puis c'est c'est des productions qui sont de qualité, c'est des productions bio de la majorité. Et ça contribue également derrière à avoir une bonne santé. Jean-Luc Valentin est le président du NAMAP. Il veut mettre en relation des producteurs et des consommateurs pour assurer le panier des légumes aux consommateurs et un revenu stable aux producteurs. Alors AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. On permet de mettre en relation des consommateurs que j'ai préféré appeler consommateurs parce que c'est plus que de la consommation passive, en face de producteurs qui produisent chacun dans un domaine de compétences et d'activités des produits agricoles, quoi. Pour Jean-Luc Valentin, il faut savoir trouver sa nourriture localement et facilement, régulièrement, sans qu'il ne soit produit avec des méthodes industrielles, mais bien avec une agriculture paysanne. Nos producteurs pratiquent une agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est un cahier des charges assez draconien qu'il faut respecter. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de pesticides, il n'y a plus toute cette saleté-là. Ça veut dire que ça nécessite aussi beaucoup plus de personnes qu'une grosse exploitation mécanisée. Il n'y a pas de mécanisation. Donc il y a des salariés, il faut prendre des salariés. Ce qui fait que les produits bio sont généralement plus chers. Et quand on sait ça, on comprend pourquoi. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire c'est pas bien le bio parce que c'est plus cher que les saletés qu'on vend en grande surface. Bah ouais, mais on n'a pas compris derrière pourquoi c'était plus cher. Durant la période Covid, plusieurs adhérents sont venus à la MAP, mais à la fin de la période, la plupart sont retournés dans les grandes surfaces. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont dans la précarité, ils sont impactés par les problèmes économiques. On l'est tous, par l'augmentation des prix. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se réfugient dans les grandes surfaces. On peut pas leur en vouloir non plus. On est conscient de ça. Mais entre quelqu'un qui habite à 30 km, qui vient livrer ses produits sur un point de distribution AMAP, et puis toute l'agriculture mécanique industrialisée qui consomme des centaines de milliers de litres d'eau, dont les produits sont acheminés par bateau, par avion, par le train, enfin bref, on voit tout de suite la différence en termes de CO2 dégazé, quoi, par le transport. Merci à la MAP pour ce riche échange. À présent, Zalimran et Armand nous parlent du bio et de ses paradoxes. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous les secrets du bio ? Pourquoi le bio coûte si cher ? Est-ce qu'il est si écologique que ça ? Tout d'abord, le bio est produit en petite quantité, ce qui crée de la rareté par rapport aux produits non bio, qui grâce aux pesticides sont moins vulnérables aux insectes et à la pourriture. C'est aussi plus cher pour des raisons marketing. Ça peut être aussi mauvais pour l'écologie si le bio n'est pas local mais importé. 4 bonnes raisons pour manger du bio. Le bio est plus riche en nutriments tels que les vitamines, ça a moins d'impact sur l'environnement. Le goût du bio est plus authentique et savoureux. Les traitements sont sans nitrate. Après, chacun fait comme il veut, du moment qu'il se régale, mais parfois on ne sait pas vraiment si c'est mieux. Merci. Pour parler du bio, quoi de bien qu'un reportage sur un agriculteur qui fait du bio ? Écoutez Orwin Helbert. Bonjour, je m'appelle Irfan, je suis un élève de 4e 4 des Hautes-Ormes. J'ai travaillé avec Aswab 4e 6 sur ce projet des quartiers de la réussite. Début février 2023, nous avons emprunté le camion du collège pour nous rendre à une vingtaine de kilomètres vers l'ouest, direction Mordel et ses terres agricoles. C'est là que nous avons fait la connaissance d'Orwin Herbert, producteur de pommes et de blé noir qui servent à fabriquer ses propres galettes. Orwin Herbert a une trentaine d'années et vient de s'installer dans sa ferme en plein travaux. Contrairement à beaucoup de paysans, Orwin ne vient pas du milieu agricole. J'ai fait des études scientifiques, un bac scientifique, pas des études scientifiques, juste un bac scientifique. Et puis après j'ai continué dans la musique. Voilà, j'ai fait professeur de violon pendant un certain nombre d'années. J'ai fait aussi 10 ans de salariat dans différentes fermes agricoles, dans lesquelles j'ai appris plein de choses, et notamment le goût de
le goût de l'agriculture, quoi, parce que c'est hyper varié, hyper vaste. L'exploitation d'Orwin est petite, mais bien assez grande pour une seule personne. Ce qu'il cherche, c'est l'autonomie. Entre 10 tonnes et 20 tonnes pour les pommes, et puis pour le blé, ça dépend de ce que je sème. Là, j'ai fait 50 quintaux de blé et 30 de sarrasin. Voilà. Et ça suffit amplement pour ma production de galettes. Voilà. Donc les années où j'en ferai plus, je pourrais en vendre un peu plus, en gros. Mais pour ma part, pour faire mes galettes, j'ai ce qu'il faut. Je suis autonome. Tous les produits de sa ferme sont bio. Qu'est-ce que le bio ? C'est une charte qu'il faut respecter pour avoir le label bio, agriculture biologique. Par exemple, on n'a pas le droit aux produits de synthèse. Produits phytosanitaires de synthèse, engrais de synthèse, tout ça, on n'a pas le droit. On a le droit à des produits naturels parce qu'on considère que de génération en génération, les plantes le sol s'est habitué à dessicquer les molécules naturelles, mais il y a des molécules qu'elles n'arrivent pas à disséquer, qu'on va retrouver dans l'eau ensuite ou dans les sols, qui restent ad vitam aeternam, et cela souvent ça vient des produits de synthèse. Donc, Orwin Herbert fait tout lui-même. Il rénove sa ferme, sème, entretient, récolte, fabrique son cidre, son jus de pomme et ses galettes. Comment est-ce qu'il vend ses produits ? Je fais un marché, donc ça c'est un marché, et le reste c'est surtout des AMAP. Alors les AMAP c'est des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, et donc c'est des gens qui se réunissent pour acheter leurs produits toutes les semaines au sein d'une association, donc l'AMAP. Voilà. Avec toutes ces activités, on imagine qu'Orwin est millionnaire. Nous lui avons posé la question de ses revenus. La bouteille de cidre, je suis autour de 2,50 €, la bouteille de jus de pomme autour de 2,70 €, un peu plus cher, et les galettes autour de 60 centimes la galette et 70 la crêpe. J'ai 50 centimes de bouteille, j'ai à peu près 50 centimes de pasteurisation, et puis l'euro 50 qui me reste, c'est pour payer le ramassage, le transport, la mise en bouteille, le pressage, le stockage, la vente. Cela ne lui laisse pas beaucoup de bénéfices au final, mais ce n'est pas lui qui décide du prix de vente. Malgré la qualité de son cidre ou de ses galettes, il sait qu'il ne vendra pas s'il est au-dessus de ce que les consommateurs ont l'habitude de payer. Et puis cela risque de ne pas s'arranger avec l'augmentation des prix qui est supérieure à celle des salaires. Cela dit, il faut savoir qu'en France, la part de ce que nous dépensons pour l'alimentation est beaucoup moins importante aujourd'hui qu'avant. C'était 40% en 1960 contre 17% en 2019. Revenons à Orwin et ses pommes. Travailler autant pour gagner si peu, cela ne donne pas très envie. Je trouve que j'ai un cadre de vie qui est assez merveilleux. J'ai une belle ferme, j'ai beaucoup d'espace. Après, bien payé, moi, je suis en dessous du SMIC, voilà. Mais est-ce que je suis malheureux ? Je crois pas. Orwin a envie de faire partager son cadre de vie et son quotidien. Cela fait aussi partie de ce qu'il attend de son métier. J'ai plus dans l'idée d'avoir des stagiaires à droite et à gauche de lycée agricole ou des gens comme vous qui viennent me rencontrer, des collégiens, des lycéens, qui viennent me rencontrer pour discuter de ce que je fais. Le choix de produire sur de petites surfaces et en bio fait face à une autre difficulté, celle du changement climatique. Les arbres, ils n'ont pas tellement l'habitude d'avoir des grosses sécheresses comme on a eu jusqu'à présent. Je pense qu'il faudra réfléchir sur des variétés spéciales qui seront capables de s'adapter au nouveau climat qui nous attend, qu'on aperçoit de plus en plus, quoi. Avec des grosses chaleurs, des moments de sécheresse, des moments de forte pluie, des moments de gel un peu tardif, tout ça, qui peuvent impacter l'arbre. L'année 2022 a été la plus chaude enregistrée en Bretagne, alors qu'un premier record avait déjà été battu en 2020. Or, la Bretagne est 3e région agricole de France. Elle produit par exemple 1/5 des légumes, 1/3 des volailles et même 60% des cochons en France. Merci Orwin pour cet échange et pour les galettes délicieuses que nous avons dégustées à notre retour. Place au débat sur le bio à la cantine. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue, je suis Mohamed Irfan, votre animateur pour Graines de Rennes des quartiers des Ondes. Aujourd'hui, nous recevons Zalimran, Armand, Hamza, Darius, Aswab et Alexis. Rebonjour. Rebonjour. Bonjour. Bonjour.
Pour rappeler, le bio veut dire sans engrais ni pesticides de synthèse, naturel, agriculture bio, des produits bio. Aujourd'hui, en France, il y a une forte augmentation des produits bio. Et on s'est posé la question, est-ce que la cantine devrait servir que du bio ? Certains sont pour, d'autres sont contre. Zalimran, tu es contre si cela n'est pas local. Manger bio sert pas à grand chose. Si les produits ne sont pas locaux, par exemple si on va dans un magasin bio et qu'il y a des tomates alors qu'on n'est pas dans la bonne saison, alors cela veut dire qu'ils sont importés et qu'ils polluent la terre à cause du CO2 avec les trajets en avion. De plus, ces tomates auront pu pousser dans des serres, cela veut dire qu'elles étaient réchauffées avec de l'énergie. Donc pour moi, il faut privilégier les produits locaux. D'accord, merci. Armand, toi tu es pour. Quels sont les bénéfices du coup ? Je suis pour le bio servi à chaque repas à la cantine. Le bio peut apporter de nombreux bénéfices. Manger bio apporte une source de nutriments de qualité car le rythme de croissance des plantes est mieux respecté et les agriculteurs n'utilisent pas d'engrais ni de pesticides. Certes, le bio est plus cher, mais on peut économiser en réduisant sa consommation de viande, qui est très coûteuse à produire. Très bien, merci beaucoup. Aswap, toi tu es... Hamza, tu es contre car c'est plus cher pour toi. Peux-tu argumenter ? Je trouve que le bio coûte en général plus cher, de 60% à 75%, car on en produit moins dans l'agriculture biologique que dans l'agriculture conventionnelle. Souvent dans l'agriculture biologique, on n'utilise pas de grosses machines. Très bien. Hamza, Aswap, toi tu es pour car le bio limite la consommation de pesticides. Peux-tu nous le prouver ? Il vaut mieux privilégier la santé au prix. Les aliments non bio sont remplis de pesticides. Selon le journal Reporter, la plus importante étude réalisée jusqu'ici sur les conséquences d'une alimentation bio sur la santé confirme des bénéfices significatifs pour les consommateurs. Ce constat pousse à revoir les seuils de pesticides actuellement tolérés dans l'agriculture conventionnelle. Je pense qu'il est préférable de payer pour se nourrir plutôt que pour survivre. Alexis, toi tu es pour car tu penses que dans les cantines, c'est plus facile de donner accès au moindre coût à une alimentation bio. Explique-nous pourquoi penses-tu ça ? Tout à fait. Je pense que la restauration collective permet de faire réduire les coûts car on achète des aliments en plus grande quantité. Ça veut dire que grâce à cette logique-là, on pourra donner accès à une alimentation bio à des élèves qui, par exemple, chez eux, n'ont pas accès à cette nourriture, car au prix de l'unité dans un ménage, ce sera forcément plus cher. On a eu des exemples qui ont montré que finalement la restauration collective bio permet d'avoir des coûts de repas moins élevés. Je prends l'exemple d'une ville dans les Alpes-Maritimes de 10 000 habitants qui propose 100% de bio dans ses cantines scolaires. Et le coût de revient d'un repas est estimé à peu près 8,30 € contre 10 € contre celui d'un repas à la cantine à l'échelle nationale. Là, il y a une particularité avec cette ville-là, car c'est la combinaison de différents facteurs, car ces produits sont bio, mais sont surtout locaux. Et aussi, il y a une grande politique de non-gaspillage. Donc, c'est important de combiner ces différents impératifs vis-à-vis de notre nourriture. Lorsqu'on consomme bio, ça ne peut pas être fait tout seul. D'accord, merci beaucoup. Darius, tu penses qu'il y a des alternatives pour pas cher. Peux-tu t'expliquer ? Le bio est accessible à tous financièrement grâce à certaines associations comme le VRAC, Brésicop ou Anti-Gaspi. Il y a des solutions pour manger bio pas cher qui sont très simples. Vous pouvez manger moins de viande ou même cuisiner vos repas vous-même. Il y a le VRAC qui vend de la nourriture avec le moins d'emballage possible pour que les produits coûtent moins cher. Brésicop, eux, font en sorte que tout le monde puisse manger sainement pour pas cher en travaillant bénévolement quelques heures par mois. Et vous pouvez trouver un Brésicop à Aublone, pas très loin de l'hôpital Sud. Merci beaucoup. Merci pour ce débat. Suite de notre voyage alimentaire chez un boulanger local. Bonjour, nous sommes Mariam, Tania, Nia.
nous faisons partie des élèves du dispositif Les Cordées de la Réussite. Nous allons interviewer un boulanger de Rennes, plus précisément au Blône, au Landrel. Je suis M. Matmati Brahim, je suis boulanger, ceci depuis à peu près 35 ans. Monsieur Matmati est le boulanger que nous avons interviewé. Nous lui avons posé plusieurs questions. Il s'était installé au quartier du Blône car avant, c'était un endroit assez propre et car sa femme vivait à Rennes. La population est diverse et que les produits sont halal. Les différences est que le pain du supermarché est rempli de produits chimiques très mauvais pour la santé, alors que le pain fait par le boulanger est fait maison avec de très bons produits. Et le pain est beaucoup plus savoureux. Moi, mon fils, par exemple, je garde toujours cette comparaison-là. Je ne le donnerai pas. Même si je ne suis pas boulanger, je ne donnerai pas du pain du supermarché, ni la viennoiserie, ni les produits qui se vendent au supermarché. Parce que la matière première, d'abord, on voit leurs prix qui ne sont pas du tout chers. Leurs matières premières, du tout, ils ne sont pas du tout de qualité. La base leur matière première, qui soit le beurre ou la farine, elle n'est pas du tout de bonne qualité. En plus, la manière de travail, où on met énormément de produits chimiques pour que ça tienne, ou pour que ça se développe et tout ça, ça peut pas donner un bon produit, c'est pas possible. Monsieur Matmati a raison, plus de 9 ados sur 10 consomment du pain industriel. Il y a plus de 14 ingrédients dans le pain industriel. Ah bon? Je croyais qu'il y avait que 4 ingrédients, la farine, la levure, le sel et l'eau. Ah oui, c'est assez surprenant. Le pain est très transformé, surtout si le prix est encore plus bas. Entre l'augmentation de matières premières et l'augmentation de prix de farine qui s'est envolé en 6 mois, on a pris 35 à 40% d'augmentation. Avec le produit d'énergie et tout ça, j'ai augmenté 5 centimes à peu près tous mes produits en boulangerie et viennoiserie. La hausse des prix est cruciale car plus ils augmentent leurs produits, moins il y a d'acheteurs. Surtout que le quartier du Blône est un quartier avec des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer des pâtisseries à un prix exorbitant. Conclusion. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Goussard et Madame Durand-Descraines de nous avoir accompagnés tout du long. Merci à Monsieur Matmati pour ses délicieuses pâtisseries. Are you the one who's on the radio station? Catcher des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro? Suite de notre émission sur l'alimentation avec Jakemba et Bétul. Bienvenue. Vous posez une question sur les horaires des repas. Bonjour. Bétul et moi on se demande s'il y a une bonne heure pour manger. Et moi, dans ma famille, on m'a toujours dit que manger tard le soir fait plus grossir que de manger tôt avec la même quantité. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et faux, car durant la journée, l'organisme brûle plus de graisse que pendant la nuit. Mais la différence est trop minime, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que c'est vrai. Dans chaque pays, il y a des habitudes alimentaires différentes. Par exemple, les habitants de l'Espagne mangent vers 14h-15h pour le déjeuner et à 18h le goûter, 22h le dîner. Et en Allemagne, ils mangent très peu le midi et en grande quantité le soir. Et toi, Bétul, c'est quoi ton plat préféré? Moi, mon plat préféré, c'est les frites. Pareil pour moi. Et à quelle heure manges-tu? Moi, je mange souvent vers 19h30. Et moi, à 19h. Chacun son heure, chacun ses goûts. Merci les filles. Autre question sur le goût, le chocolat est plutôt... Autre question sur le goût, le chocolat plutôt noir ou blanc? Le chocolat, vous le préférez blanc ou noir? Désolée pour les personnes qui préfèrent le chocolat blanc au chocolat noir, mais le chocolat noir est meilleur pour la santé, car il contient moins de sucre simple et plus de lipides et de fibres. Mais du coup, lequel est le plus calorique? Le chocolat noir est perçu moins calorique que le chocolat au lait, ce qui n'est bien sûr pas vrai. Plus un chocolat est riche en cacao, plus il est riche en graisse. La graisse qui, elle, est plus calorique que le sucre. Sauf que le sucre riche en cacao est bien meilleur pour la santé. Par exemple, moi j'aime manger du chocolat blanc, mais je n'en prends pas souvent, ce qui est sûrement mieux que de manger du chocolat noir quotidiennement. Moi, je préfère plutôt le chocolat noir, ce qui est mieux que de manger du chocolat au lait quotidiennement. Par contre, j'ai compris qu'il était quand même plus gras. Le chocolat le meilleur pour la santé reste le chocolat noir 75%. À noter que des études montrent que le chocolat, ça a quand même des effets positifs sur le moral. Un petit coup de mou et le chocolat vous sort du trou. Merci Thomas et Anaïs. On parle
On parle plaisir, mais les questions alimentaires posent des questions compliquées. Par exemple, faut-il réduire les naissances pour assurer l'alimentation ? Écoutons l'opinion de Yvon Le Carreau, géographe à Rennes 2. Les paysans du monde produisent largement de quoi nourrir tout le monde. Ils produisent même beaucoup plus. Le problème, c'est qu'il y a 800 millions de gens qui ont du mal à manger sur la Terre. Nous avons rencontré Yvon Le Carreau, enseignant-chercheur en géographie à l'université de Rennes 2. Il habite dans une ancienne ferme dont son épouse a été l'exploitante. Pour lui, bien manger, c'est d'abord manger des aliments bons pour la santé. Mais il faut aussi que le repas soit un moment de communication et d'échange, entre les parents et les enfants ou entre amoureux ou entre amis. Enfin, c'est ce qui nous met en relation avec la terre et les paysans, qui ont produit les aliments que l'on consomme si on en prend conscience. Une grande partie des habitants de la planète souffrent de la faim ou de la malnutrition. En gros, sur les 800 millions de gens qui meurent de faim, il y en a 600 millions, c'est des paysans, et 200 millions, c'est des gens qui ont vraiment, ils n'arrivent pas à trouver, il faut $1 à peu près par jour pour arriver à se nourrir, et ils n'arrivent pas à le trouver. Et dans le futur, lorsque l'on sera encore plus nombreux, ils pensent que la terre disponible sera suffisante pour nourrir tous les êtres humains. Actuellement, on est 8 milliards. On pense que le pic de la population humaine peut être entre 10 et 12. Et après, ça baissera parce que les femmes vont faire de moins en moins d'enfants dans les pays pauvres. On peut nourrir 11 ou 12 milliards d'habitants, mais à condition de régler un peu les problèmes d'accès à la terre et les problèmes d'injustice. Et ça, c'est pas facile, parce que les êtres humains sont pas très justes. Ils aiment bien tout garder pour eux, et ils ont du mal à partager. Donc du coup, il peut y avoir des crises, il peut y avoir effectivement des guerres ou des trucs comme ça, parce qu'il y aura des catégories de population qui n'auront pas accès à la nourriture correctement. Mais c'est pas parce que la nourriture n'existe pas. C'est plutôt parce qu'ils n'y ont pas accès, quoi. Il dit que la planète a 13 milliards d'hectares et que l'on n'en cultive qu'un tiers. Il y a donc une réserve de terre importante, même si tout n'est pas cultivable à cause des villes, des forêts ou encore des montagnes. En plus, la quantité de terre qui sera perdue avec le réchauffement climatique et les sécheresses devrait être compensée par les terres aujourd'hui gelées, mais qui deviendront cultivables en se réchauffant. Si on est attentif à ne pas tout polluer ou à bien utiliser l'espace cultivable, il ne devrait pas y avoir de problème. Le réchauffement climatique va certainement nous forcer à nous adapter une nouvelle fois, comme cela s'est fait depuis 10 000 ans, comme au néolithique, et à cultiver des variétés de céréales moins gourmandes, en eau par exemple. Il pense aussi que cela ne changera pas tout de suite le rôle de l'agriculture industrielle pour nourrir la majorité de la population de nos pays. Certains agriculteurs très pauvres ne peuvent manger que leur production. Mais tous les gens peuvent-ils savoir d'où vient la nourriture qu'ils consomment ? Il y a plein de pays où on mange plein de moments surtout, où on mange des choses qui sont produites par des paysans dans la région et qu'on va acheter au marché. Donc là, on voit d'où ça vient, parce qu'on peut discuter. Si vous allez au marché de Sainte-Thérèse ou d'Hélice, vous pouvez discuter avec les paysans, dire où c'est que vous faites ça et tout ça. Et puis après, il y a les supermarchés. Et les supermarchés, aujourd'hui, ils sont dans la mondialisation. Dans la mondialisation, c'est celui qui vend le moins cher qui gagne le marché, même s'il se trouve à l'autre bout du monde. Et pourtant, tous les aliments ne peuvent pas être transportés de la même façon. Il y en a qui supportent bien les voyages, comme les céréales, mais le lait, le poisson ou la viande s'abîment vite. Les pays riches sont équipés pour garantir une bonne qualité de transport et de conservation, par exemple avec la congélation, mais ce n'est pas le cas dans les pays pauvres ou en développement, parce qu'ils n'ont pas le matériel ou que cela coûte trop cher. Nous lui avons demandé si on pouvait faire de l'agriculture en ville pour réduire les distances de transport. Il nous a répondu que l'agriculture urbaine existe et que l'on peut cultiver dans les jardins, les pelouses et même sur les toits des immeubles. Mais il n'y a malgré tout pas assez d'espace pour nourrir tous les urbains dans une ville. Pour lui, les jardins de ville et les fermes urbaines sont importantes, car elles permettent aux urbains de voir, prendre conscience et mieux comprendre ce qu'ils mangent. Et ils ont aussi un rôle social. Finalement, c'est plutôt la campagne où la population est moins dense que l'on peut vraiment produire la nourriture en quantité suffisante pour alimenter les villes. Conclusion. Il ne faut pas s'inquiéter sur la nourriture car il y a là largement assez de terres cultivables, mais Yvon Le Carreau affirme que le problème c'est plutôt le partage qui n'est pas équitable. À présent, place au débat. Rebonjour à tous et à toutes. Vous assistez à l'émission Graines de Rennes dont la thématique est pour vous « Qu'est-ce que c'est bien manger ?» Aujourd'hui, je reçois sur le plateau Aswab, Jakemba, Bétul, Thomas, Nia, Mariam et Tania. Pour débattre autour d'une question. Faut-il réduire les naissances pour assurer l'alimentation ? C'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée. Ils sont pour, ils sont contre. Pour commencer, voici quelques arguments.
Vous êtes pour. Pourriez-vous nous expliquer vos arguments en commençant par Béthule ? Le gaspillage alimentaire. Je suis pour réduire les naissances car il y aura moins de gaspillage alimentaire. Et en France, les pertes de gaspillage alimentaire représentent 10 millions de tonnes de produits par an. Dans certains pays, il y a des habitants qui ont le salaire nécessaire pour s'acheter de la nourriture, mais ne peuvent plus se nourrir car il y a trop d'habitants et pas assez de place pour planter des fruits et des légumes. Comme exemple de pays concernés, il y a le Japon, le Royaume-Uni. Mais le vrai problème est plutôt la répartition. Et toi, Nia ? Moi, je suis pour réduire les naissances car les humains polluent la planète. Je trouve qu'il faudrait réduire les naissances car si nous réduisons les naissances, il y aura donc moins d'humains, donc on aura moins de gaspillage car on aura moins de production et il y aura aussi moins de pollution car il y aura moins d'usines. Exemple, le quart des émissions de gaz à effet de serre en France provient de nos assiettes. Donc c'est évident que les humains et leur production sont le problème numéro 1. La pollution tue déjà des gens, donc ça revient un peu au même. Et pour finir, avec les pour toi, Jakemba. Je pense qu'il faut réduire les naissances pour assurer l'alimentation. Pendant un certain temps, ça nous permettra d'augmenter nos productions et il y aura aussi moins de gaspillage car il y a moins de personnes à nourrir. La famine, d'après un rapport de l'ONU, la famine dans le monde progresse et pourra avoir touché jusqu'à 828 millions de personnes. Et si on réduit le nombre d'enfants, on pourra causer moins de famine. Haïti, le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et le Yémen placés en alerte maximale par l'ONU. En face, vous êtes contre, car vous pensez qu'il faudrait juste augmenter la production agricole. Qu'avez-vous à répondre à vos camarades ? Mariam ? Je suis contre. Tout d'abord, il faut savoir que plus de la moitié de la population en Chine sont des hommes et des femmes âgées. Donc ceci explique qu'il y a forcément eu un baby-boom vers les années 1970. Le problème qui se pose est donc comment payer les retraites de tous ces gens, en sachant que la population abrite plus de vieux que de jeunes. Et toi, Tania ? En Chine, la loi stimulait que si un couple décidait d'avoir plus d'un enfant, le deuxième ne serait pas reconnu par l'État en raison de la surpopulation en Chine. Cette loi a été mise en application de 1979 à 2015. Malheureusement pour eux, leur vie semblait cauchemardesque au vu des documentaires et témoignages présents sur les chaînes comme YouTube et d'autres. Et pour finir, Thomas ? Moi, je suis contre réduire les naissances. Il faudrait plutôt améliorer la production alimentaire, car limiter la naissance de nouveau-nés, ce n'est pas la solution. En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de production par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Vu qu'on parle enfants, avez-vous déjà forcé vos enfants à manger ? Retour sur expérience avec Nia, Tania et Mariam. Faut-il forcer les enfants à manger ? Vous a-t-on déjà forcé à goûter des aliments étant enfant ? La plupart répondront que oui, mais pour ceux qui n'ont jamais été forcés, voici les conséquences que ça amène. Premièrement, il faut savoir que forcer un enfant à goûter ce qu'il n'aime pas peut créer des aversions alimentaires et perturbe les signaux de faim naturels de l'enfant. Personnellement, j'ai déjà été forcée à finir mon assiette à la cantine pour ne pas gaspiller, même si je n'aimais pas ce qu'ils proposaient. On m'a toujours appris à finir mon assiette. Et toi, Tania, as-tu déjà été forcée à finir ton assiette ? Je n'ai jamais été forcée à manger quoi que ce soit et aujourd'hui je mange de tout. Et toi, Nia ? Moi non plus, car je mange de tout. Au niveau du goût, les enfants goûtent plus fortement les aliments, ils ressentent plus les textures qu'un adulte. Pour conclure, la meilleure manière d'initier un enfant à manger est de goûter ou de prendre 1 ou 3 bouchées des plats ou de nouveaux aliments, plutôt que de forcer à manger au complet le contenu de son assiette. Il faut parfois goûter jusqu'à 12 fois un nouvel aliment avant de l'aimer. Ceci est vrai pour l'adulte comme pour l'enfant. Il faut donc être persévérant et instaurer la philosophie qu'on goûte à tout. Pour finir cette émission, découvrez l'opinion de Ludovic Brossard, élu à l'alimentation à Rennes. Le 30 janvier 2023, nous nous sommes rendus à la mairie de Rennes pour rencontrer un élu. Cet élu, c'est Ludovic Brossard. Ludovic Brossard est un conseiller municipal élu des quartiers Bellangeret et Saint-Martin. À la mairie, il s'occupe de l'alimentation durable et de l'agriculture urbaine. Il est technicien agricole de métier, mais d'abord, que veut dire bien manger pour lui ? Pour moi, c'est se faire plaisir
en mangeant des aliments qui nous rendent en bonne santé et qui rendent en bonne santé l'environnement. Ludovic Brossard est un écologiste. Il veut préserver l'environnement, mais aussi rendre accessible une alimentation saine et équilibrée à tous les Rennais et les Rennaises, quel que soit leur revenu ou leur âge. Mais comment faire avec le changement climatique qui risque de rendre les produits plus chers et donc moins accessibles ? Aujourd'hui, on fait un constat, c'est que le choix de ce qu'on met dans notre assiette a des impacts sur les gaz à effet de serre, qui eux-mêmes sont à l'origine du dérèglement climatique qu'on observe depuis, et que les scientifiques observent depuis déjà 30 ou 40 ans, et qui impactent notre quotidien. On l'a vu cet été avec la crise sécheresse. On aura de plus en plus à faire face à ce type d'événement. Donc notre alimentation, elle joue pour à peu près un tiers des gaz à effet de serre dans le monde. C'est-à-dire que le choix de ce qu'on met dans notre assiette impacte un tiers des gaz à effet de serre dans le monde. Pour M. Brossard, la solution est donc de consommer des produits bio, locaux, cuisinés nous-mêmes et ne pas acheter des produits qui viennent de pays lointains. Pourra-t-on nourrir tous les Rennais ? Pour Ludovic Brossard, une des solutions est le jardin familial. Il y en a 1 millier aujourd'hui des jardins familiaux sur la ville de Rennes, pour des jardins partagés, où ce sont des habitants, vos parents, qui peuvent cultiver ensemble des surfaces, notamment les légumes, parce que c'est ce qui est le plus simple à produire, mais on a aussi sur Rennes, notamment sur la Prévalais ou la Lande du Breuil, donc des surfaces agricoles où on a des éleveurs qui élèvent des vaches, notamment des petites vaches pinoires, pour faire du lait. On peut cultiver tout un tas de choses en ville. Des jardins familiaux, il n'y en a pas si loin que cela, autour du collège, près de l'écomusée ou derrière la station poterie. Qu'est-ce que cela peut nous apporter à nous, habitants, de faire du jardinage ? Apprendre à cultiver des légumes, apprendre à les cuisiner, et puis des lieux aussi on va pouvoir imaginer dans le futur, pourquoi pas travailler en agriculture. À partir du moment où on met une graine en terre jusqu'à ce qu'on récolte le fruit ou le légume, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience, et c'est un travail très fin qui est vraiment intéressant à faire. Et nous, on a besoin de futurs agriculteurs et agricultrices, et beaucoup vivent aujourd'hui en ville. Et puis c'est aussi des métiers comme la cuisine. Beaucoup de restaurants sont engagés sur la ville pour démocratiser un petit peu l'accès à une alimentation durable. Donc ça, c'est ces espaces-là, les fermes urbaines, montrent aussi les métiers du futur. Et c'est découvrir tout ça dans un cadre convivial. Donc les fermes urbaines, elles servent aussi à ça, à des lieux de convivialité, des lieux d'apprentissage, de transmission autour de l'alimentation durable. S'occuper d'un petit potager et donc permettre de se connecter à la nature, de mieux connaître les fruits et légumes de saison et de décrocher un peu des écrans. Mais est-ce qu'ils suffiront à nourrir tout Rennes ? L'objectif, c'est évidemment pas d'être autonome, parce qu'on n'a pas suffisamment de surface agricole en ville pour nourrir 220 000 personnes. Donc il faut qu'on s'appuie sur des agriculteurs et des agricultrices qui sont en dehors de la ville, mais pas très très loin au final. Pour Ludovic Brossard, les agriculteurs sont donc très importants pour nourrir la population des villes. Le saviez-vous ? La Bretagne est la première région agricole française pour l'élevage et pour plusieurs légumes. On compte plus de 26 000 fermes en Bretagne, dont 1 sur 10 est certifiée bio. Mais attention, les agriculteurs et agricultrices sont de moins en moins nombreux. En 1980, ils représentaient 7% des emplois en France. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1,5% des actifs. Les habitants de Rennes peuvent les soutenir en achetant aux agriculteurs les plus proches et en privilégiant les produits bio qui n'utilisent pas de pesticides. Bien manger, cela s'apprend. On peut apprendre dans un jardin partagé, mais aussi au collège. D'ailleurs, la cantine nous propose déjà un repas bio par semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura plu. Bonne journée. Faites du bruit, des cordées de la réussite. Quartier des Ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des Ondes, la radio, faites maison.